Bonjour Anna, Bonjour Jeanne. merci beaucoup d'avoir accepté ce moment avec moi sur ma chaîne. Merci à toi, c'est un grand plaisir, un grand honneur. Quand je vois tous les invités, voilà, je suis contente de faire partie de cette liste. Non, c'est un honneur pour moi, ton parcours il est très intéressant et il y a plein de questions à aborder sur ta pratique du violoncelle, ta singularité, ta découverte du monde baroque et la manière dont tu abordes les répertoires anciens. Donc entre autres, on va parler de tout ça. Mais premièrement, ce que je voudrais te poser comme question, c'est bien comment tu as découvert le violoncelle. J'ai découvert le violoncelle parce que mon grand frère et ma grande sœur faisaient du violon et du piano. Enfin, ma sœur du piano, mon frère du violon. Et donc, je pense que le choix du violoncelle était déjà un peu dans l'esprit de ma mère. Et il se trouve que j'ai commencé dans une école de musique à Pontoise. C'est une école de musique qui a été créée par une femme qui s'appelle Sophie Legris. Et je pense qu'elle existe toujours d'ailleurs, cette école. Et elle était violoncelliste, donc à mon avis par volonté d'imitation, comme c'est souvent le cas pour les enfants. Et j'avais, je crois, j'ai pas énormément de souvenirs, mais je pense que j'avais un bon feeling et que je m'entendais bien avec cette femme et qu'elle m'inspirait. Donc j'ai voulu faire comme elle, sûrement. Et donc le violoncelle, mais j'ai pas vraiment de souvenirs précis de me dire à 3 ans, ouais, c'est exactement ça que je veux faire. Voilà, c'est une suite de choses qui m'ont amené là. Mais je pense que c'était pas. Enfin, j'ai toujours eu l'impression que c'était mon instrument et qu'il était d'une certaine manière fait pour moi. Donc, sûrement que c'était pas un mauvais choix dès le départ. Et tu as commencé à 3 ans. J'ai commencé, j'avais un tout petit violoncelle et j'ai commencé dans cette école de musique très jeune justement parce que c'était avant de pouvoir rentrer au CRR de Cergy. Donc comme on pouvait rentrer à partir de 5-6 ans au CRR, j'ai commencé avant et je crois il y a une vidéo de ma première petite audition où je suis habillée tout en vert en faisant une petite grenouille et je joue comme ça, c'est marrant. Mais ouais, je crois que j'étais très petite. Ouais. Du coup, tu avais un huitième ou même plus petit que ça. Je crois que j'avais un tout petit peu plus petit qu'un huitième. Et il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait un luthier à Pontoise qui louait des violoncelles et qui fournissait pas mal d'élèves d'ailleurs du conservatoire de Cergy, du CRR de Cergy et de cette école de musique. Et je pense que j'avais un peu plus petit qu'un huitième parce que il paraissait pas tellement trop grand sur la vidéo. Bon, je devais peut-être avoir peut-être 4 ans. Ma mère, elle dirait 2 ans et demi, évidemment. Euh, toujours plus jeune. Non, mais peut-être entre 3 et 4 ans. Mais D'accord. je les avais sûrement, je sais plus trop. J'ai plus de violoncelle évidemment, mais Ah bah je oui, l'ai rendu. j'imagine. Donc quand même, on dirait que tu as été stimulée par ta famille aussi pour pousser à faire du violoncelle. Oui, bah, c'était. Mes parents sont pas musiciens et ma mère, je pense, avait vraiment un peu ce rêve qu'on fasse tous de la musique. Et mon frère et ma soeur en faisaient déjà de manière très intense. On a une assez grande différence d'âge, 7 et 6 ans d'écart, donc ils étaient quand même déjà. Ils avaient tous commencé aussi jeunes, donc ils étaient déjà bien dans cette pratique. Et donc c'était naturel voilà, d'en faire. J'entendais ma soeur qui travaillait le piano, mon frère aussi, et ça faisait partie de la suite logique et c'était évident. Et ma mère, pour elle, c'était très important qu'on en fasse. Et on écoutait beaucoup de musique, mais pas forcément que de la musique classique, mais cet aspect-là des activités extrascolaires, c'était très. Ça faisait partie de. C'était comme une évidence, on va dire. Voilà. Et donc après, tu es rentrée au conservatoire de Cergy Oui, avec une professeure. je suis rentrée dans la classe de Maud Simon. Voilà. Et je suis restée au CRR de Cergy jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ensuite, j'ai rencontré Annie Cochet parce que j'ai passé le concours d'entrée au CRR de Paris pour pouvoir rentrer dans une classe horaire aménagée parce que ça se passait pas très bien pour moi au collège. J'étais dans un collège privé catho. Et disons que c'est vrai que avec la pratique de la musique et peut-être une vie un peu différente aussi, le fait de beaucoup travailler l'instrument, et c'était pas trop facile. Et du coup,
à la base, c'était plutôt, je vais aller dans une classe horaire aménagée pour être entourée d'enfants qui font aussi de la musique. Et peut-être que là, ça se passera mieux pour moi, parce que je serai plus dans mon élément. Et c'était ça la volonté de départ. Parce que mon frère et ma soeur n'ont pas été dans des classes horaires aménagées, puisque mes parents, enfin ma mère, ne savaient pas vraiment que c'était possible et que ça existait. Et donc, moi, je suis la première de la fratrie. Après, ma petite sœur a fait comme moi, mais je suis la première à avoir pu bénéficier en fait des classes à horaires aménagées. Et donc, c'est pour ça qu'on a tous déménagé à Paris quand je suis rentrée au CRR. Donc, c'est un peu une nouvelle aventure, une nouvelle découverte à ce moment-là. Et donc, je suis rentrée dans une espèce d'antichambre du CNSM à ce moment-là. Mais avant, c'est pas du tout, ça faisait pas du tout partie ni des plans, ni de ce qu'on savait. En fait, je crois que ma mère savait vraiment pas vraiment que c'était possible et on connaissait pas du tout cet univers, ce milieu. Et maintenant, quand je repense à mon parcours, j'ai l'impression que j'ai été dans une espèce de truc tout droit comme ça, mais c'était que en fait à partir du milieu du collège. Et donc, j'avais pas non plus ce truc de me dire, dès très petite, je sais que je vais faire le CNSM de Paris, je sais que je vais être violoncelliste, et ça, c'était pas si tout tracé que ça. Mais quand je suis arrivée à Paris, évidemment, après j'étais au CRR, j'étais au collège aménagé juste à côté, au collège Octave Gréard, puis le lycée Racine, où j'étais entourée de gens pas que d'ailleurs, mais quand même qui se destinaient à être musiciens. J'ai passé le concours du conservatoire la même année que par exemple Joséphine Olek, qui est maintenant flûtiste solo à Rotterdam, que Mohamed Iber, un violoniste, je me souviens. Enfin voilà, dans ma classe, il y avait aussi d'autres violoncellistes que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des violoncellistes comme Rémi Carlon, Simon Dechambre, etc., qui maintenant font partie du milieu musical en France et tout, mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré tout ce milieu-là. Et donc, ensuite, j'ai été donc élève d'Annie Cochet pendant 2 ans avant qu'elle parte à la retraite. Et ça s'est bien passé avec Annie Cochet ? Ouais, très bien, ouais. Bah, c'était très intéressant de travailler avec elle parce que justement, dans sa pédagogie, elle était extrêmement dans l'échange. Elle posait beaucoup de questions sur... je me souviens en cours, alors j'avais pas mal de cours avec elle chez elle avant pour préparer. Ma mère, elle prenait des notes et tout derrière. Après, elle ressortait des cours avec des quinzaines de pages écrites partout. Bref, donc c'est aussi ça illustrait pas mal qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient pendant le cours pour qu'il y ait 15 pages écrites. Et en fait, Annie, elle pose beaucoup de questions en cours sur, alors là, si tu veux que ça sonne comme ça, à quoi il faut penser, si tu veux, par exemple, soutenir à la pointe, quel geste il faut faire, ça, une espèce de conscientisation du geste qu'il faut faire pour obtenir un résultat au niveau du son, mais aussi au niveau du phrasé. Et elle abordait vraiment la question du phrasé et de la musicalité, notamment dans les études de Popper, je me souviens, où finalement le but c'était vraiment de réfléchir au sens de la phrase et à quel moment on veut mettre en avant, quel est le point culminant de la phrase, à quel moment on respire. Ça faisait vraiment partie de manière fondamentale de son enseignement, mais c'était toujours à travers un geste technique, ce qui fait que la technique devenait vraiment un outil pour réaliser le chant intérieur. Mais évidemment, c'était pas dit de cette manière, c'était dit de manière très concrète. Mais finalement, c'était assez profond comme enseignement, comme manière d'enseigner le phrasé et de l'intégrer au corps. Et pour des enfants qui peuvent parfois pas trop comprendre comment ça marche, du coup, c'est très concret et très axé sur le fonctionnement de comment faire le son et comment soutenir. Et voilà, ces grands trucs, c'était évidemment les reprises d'archet, comment soutenir à la pointe, le poids sur l'index, etc. Et l'utilisation du vibrato. Mais j'ai vraiment, je pense,
compris un peu qu'est-ce que ça voulait dire jouer du violoncelle aussi grâce à Annie. Et avec tout ce que j'avais acquis grâce à Maud Simon et mes professeurs, surtout grâce à Maud Simon parce que c'était ma seule prof vraiment au sens littéral du terme. Ensuite, j'ai plus compris qu'est-ce qui se passait de manière lucide avec Annie. Et ça m'a... je pense que ça m'a servi tout le temps, quoi. Enfin, encore maintenant. Et aussi dans ma manière d'enseigner, évidemment. Je me suis beaucoup appuyée sur ça de manière consciente ou inconsciente. Mais c'était très intéressant. Et aussi, je pense, pour les gens extérieurs, c'était aussi très intéressant parce que justement, je me souviens que ma mère, elle était passionnée pendant les cours parce qu'elle a l'impression qu'elle comprenait ce qui se passait, quoi. En gros, il y avait un geste, un phrasé, et donc ensuite on fait ce geste et tout d'un coup on entend ce phrasé. Et donc, elle était, ah mais ouais, bien sûr, c'est hyper clair, quoi, parce que tout de suite il y a un résultat sonore et du coup aussi technique. La technique qui, par exemple, je sais pas, le fait de beaucoup soutenir quand on a beaucoup de choses à faire à gauche, de soutenir à droite pour soutenir la virtuosité à gauche, bah, ça c'est une aide technique qu'on se donne à soi-même pour ensuite pouvoir réaliser à gauche. Et donc, tout de suite, il y a un résultat parce que ça marche mieux. Et donc, forcément, pour les gens qui assistent au cours, ça doit être assez édifiant de se dire, mais oui, mais j'ai entendu le résultat, même si je ne suis pas moi-même instrumentiste. Et donc, elle aimait beaucoup assister au cours, même si moi, j'aimais pas tellement. Mais, je veux dire, voilà, quand on est plus petit, on aime pas trop, on aime bien être tranquille. Mais voilà, donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Parce que parfois, peut-être les parents qui accompagnent, ils comprennent pas toujours tout, parce que c'est quand même des gestes, c'est un peu abstrait de l'extérieur. Annie Cochet, je suis restée seulement 2 ans avec elle parce qu'elle est partie à la retraite. Et donc, c'est Hélène Dautry qui a repris la classe. Et donc, pour le coup, c'était totalement une autre pédagogie aussi. Donc, je suis restée 1 an avec Hélène. Et ensuite, je suis allée dans le 12e avec Philippe Barry. Et ensuite, je suis revenue parce que je ne pouvais plus rester dans le 12e parce que j'avais eu mon cycle spé, enfin bref. Et j'ai fait 1 an avec Thomas Durand, qui avait pris la suite de la classe de Marcel Bardon. Voilà, donc j'ai eu pas mal de profs. Oui, dis donc. Et pendant ces différentes années, j'ai passé donc 2 fois le concours du CNSM, à l'âge de 15 et 16 ans. Et la première fois, donc je ne suis pas rentrée, mais j'ai eu le premier tour et j'étais trop soulagée. Et vraiment, c'est pas pour mentir, de ne pas rentrer. Ah oui. Parce que je me sentais vraiment pas prête à affronter le conservatoire, quoi. Voilà. Déjà, j'étais quand même assez jeune, pas énormément, mais j'étais parmi les plus jeunes, on va dire, du concours. Et moi, je me sentais vraiment pas prête, quoi. Et je pense que j'étais pas prête aussi instrumentalement, et ça s'est ressenti, quoi, que j'étais pas assez mûre encore. Donc je me souviens que c'était drôle parce qu'il y avait forcément, il y avait des gens qui étaient super déçus, ce que je comprends. Et moi, franchement, c'était trop bizarre comme sentiment parce que j'avais une espèce de relâchement. Je pense que la première fois que j'ai fait le concours du conservatoire, je l'ai surtout fait parce que Annie Cochet voulait que je le fasse. Je continuais à la voir pendant toutes ces années. Et ma mère aussi. Et voilà, j'avais fait un peu pour me tester et j'étais trop contente d'avoir le premier tour déjà. C'était une belle objectif. Mais je pense qu'il faut aussi rentrer quand on est prêt à vivre le conservatoire parce que c'est pas facile. Ensuite, il faut être armé, ou en tout cas, il faut être psychologiquement assez stable et avoir en soi assez de force et de solidité, voilà, pour quand même ensuite vivre ces années de conservatoire de la manière la plus épanouissante possible, même si c'est pas possible à 100%.
Mais je pense que pour avoir vu des exemples d'autres personnes et connaître des gens qui sont rentrés très jeunes, parfois c'est pas forcément la meilleure façon de vivre le conservatoire. Et finalement, les problèmes qu'on n'a pas ou les étapes qu'on n'a pas vécues avant, on les vit après. Et, enfin, voilà, donc je trouve que les choses se sont bien déroulées puisque je suis rentrée donc, l'année d'après. C'était juste l'année de ma terminale, ce qui faisait que j'avais pas non plus accumulé une année de lycée en même temps que le conservatoire, ce qui peut arriver à plein de gens, ce qui est quand même dur. Même pour la tête, de se dire je suis dans une école supérieure, mais là je vais passer mon bac, enfin, c'est quand même un peu... c'est bien de vivre les choses aussi étape par étape, mais après il y a des personnes qui... ça s'est très bien passé, donc c'est pas une vérité générale, mais voilà. Et donc je suis rentrée au conservatoire l'année après mon bac. Ma rentrée c'était 3 mois après l'obtention de mon bac, et voilà, c'était le début de la vraie... c'était parti quoi, c'est bon, je me suis dit en fait, donc c'est ça que je vais faire. Parce que j'étais pas trop sûre jusqu'à mon bac, puisque j'ai fait un bac littéraire. Moi, j'adore écrire. Je suis assez littéraire, quoi. Donc, je pense que jusqu'au bout, je me suis dit, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et j'adore le violoncelle, mais j'ai plus développé vraiment cette passion profonde, en fait, plus tard, quoi. Même... au début du conservatoire et même après, même encore plus maintenant, on va dire, que au lycée. Ouais. Mais une fois que bon, je suis rentrée, je me suis dit, bon, bah, quand même, là, c'est... Je me suis dit, en fait, ça m'arrivait que... Enfin, souvent pendant l'été, je me souviens de l'été, en gros, entre mon bac et le conservatoire, j'ai pas fait de violoncelle pendant 2-3 semaines, je crois. Et vraiment, ça m'a beaucoup manqué. Et je me suis dit, bon, bah en fait, ça me manque. Et je peux pas ne pas en faire. La musique me manque, donc en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. En gros, ça a été un peu mon... Je me suis dit, donc c'est bon, on y va, c'est parti. On se lance dans cette aventure. Voilà. Et effectivement, ma mère m'avait toujours dit que c'était la vie de rêve. Pour elle, c'était vraiment... ouais, il n'y a pas de plus belle vie que celle d'un artiste et d'un musicien en particulier. Donc voilà, après, c'était pas aussi tout rose que ce que je... Mais en même temps, tant mieux. Mais c'était rigolo. Enfin voilà, en gros, voilà. Ensuite, c'était parti, quoi. Tout ça pour dire. Et au CNSM, t'es rentrée chez quel professeur ? Je suis rentrée chez Michel Strauss, voilà. D'accord. Que je ne connaissais pas. Tu t'étais pas présentée chez lui ? Non, je ne m'étais pas présentée chez lui. Et donc forcément, c'est toujours un peu délicat quand on rencontre un professeur et qu'on ne s'est pas présenté dans sa classe. J'ai toujours un petit moment de... Mais c'est pas que... Enfin, je le connaissais évidemment, mais je n'avais jamais étudié avec lui. Et donc, j'ai fait mes 3 années de licence dans la classe. Et ça a été très intéressant. Enfin, c'est une personnalité très riche. Et il est extrêmement sensible. Enfin, je veux dire, j'ai ressenti aussi toute cette... il est très passionné, quoi. Donc, il transmet beaucoup ça. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dans une ligne très... Enfin, voilà, j'ai fait des orchestres de jeunes, je faisais pas du tout de violoncelle baroque, quoi, pas du tout. Et ensuite, je suis rentrée en master dans la classe de Raphaël Pistou. Et donc, c'est là que beaucoup de choses ont changé pour moi. Et à commencer par ma rencontre avec lui, que je connaissais déjà, parce qu'il était professeur au CRR et aussi parce que je connaissais son fils qui était dans ma classe au lycée, Maxime, et son autre fils, Gabriel, et tout ça. Enfin, il faisait partie, j'avais fait une masterclass avec lui aussi, je crois, au CRR, il me semble, qui m'avait fait un peu peur d'ailleurs quand j'étais plus petite, mais bon, bref. Mais donc je le connaissais voilà, comme violoncelliste, évidemment aussi. Et, mais ça a été vraiment
une rencontre super importante pour moi et voilà, il m'a beaucoup inspirée et on s'est compris. Enfin voilà, il m'a donné beaucoup confiance en moi aussi, notamment la première année de master que j'ai passée avec lui. Je suis arrivée dans sa classe pas forcément très sûre de moi, un tout petit peu, je vais pas dire abîmée, mais un peu fragilisée par ces 3 années de conservatoire et tout ce que ça peut, voilà, de se confronter aux autres, tous les doutes que ça peut créer. Voilà, quand on arrive en master, c'est aussi, je sais pas, c'est un peu comme quand on passe de la 5e à la 4e, on dit toujours qu'il y a un gros changement, que ça n'a plus rien à voir. Enfin, il y a des étapes comme ça aussi dans un parcours d'études. Et, et donc je suis arrivée un peu, voilà, pas trop sûre de moi. Vraiment, c'est vrai que les premiers mois dans sa classe, j'ai réussi des auditions. Voilà, j'ai été sélectionnée pour jouer le concerto de Dvorak, notamment avec l'orchestre du CERER de Paris, sous la direction de Pierre-Michel Durand. On était 3, avec des super violoncellistes. C'est vrai que, voilà, ensuite je suis arrivée en finale de l'audition pour l'Académie Karajan et tout à Berlin. Et j'ai eu des espèces de moments où je me rendais compte qu'en fait, oui, ça pouvait bien se passer, que en fait, j'étais capable et il n'y avait pas de limite, quoi. Et lui, il me donnait beaucoup ça. Je lui parlais d'un truc que je voulais faire, il disait, mais oui, c'est super, génial, fais-le. Il était super enthousiaste. Et donc je me disais, ah mais d'accord, bah, c'est trop bien, bah vas-y, je vais le faire. Donc ça m'a donné beaucoup confiance, vraiment en moi. Et puis on jouait beaucoup aussi ensemble. Et on a fait pas mal de projets ensemble. Je me souviens, on a joué le trio de Fernand de la Tombelle, on a fait des concerts. Et voilà, j'ai été très inspirée par son jeu aussi. Et puis, et après, on a fait un projet ensemble avec des élèves de la classe de Christophe Coin, parce que lui-même avait étudié avec Christophe Coin. Et donc, c'est un peu le point de départ aussi de cette double identité qui a commencé à s'enclencher et à ce moment-là, parce qu'il m'a dit, il faut absolument que tu étudies avec Christophe. Moi, voilà. Enfin, je sentais que pour lui, ça avait été des moments incroyables et que c'est un répertoire qu'il adorait. Et surtout, c'est surtout quand il me parlait de ce violoncelliste et de ces années d'apprentissage avec lui. Et que c'est par cet intermédiaire-là que je me suis dit, bah oui, moi aussi j'ai envie d'étudier avec lui et je vais passer le concours, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, que j'ai découvert le violoncelle baroque à travers un projet qu'on avait fait. Du coup, on était 2 élèves de la classe de Raphaël et il y avait 2 élèves de la classe de Christophe Coin. Et on avait joué au conservatoire sur le sujet, c'était les premiers professeurs du conservatoire de Paris. Donc on avait joué des pièces de Rombert, de Baudiot, Nochez, enfin voilà, plein de noms. Rombert, oui, mais les 2 autres, je connaissais pas. Alors je crois que Baudiot, il était violoniste, je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, évidemment, plein de gens qui sont restés totalement oubliés. Donc donc c'était pas vraiment baroque, parce que c'était plutôt un peu plus tard, mais j'avais joué sur boyau et puis je sais pas, c'est arrivé comme ça. C'est la première fois que tu jouais sur des cordes en boyau ? Ouais, c'était la première fois. Et c'était... En fait, c'était très bizarre parce que finalement, le côté déjà jouer sans pique, ça m'a pas tellement changé. J'ai pas du tout de souvenir d'avoir eu ce truc où on se dit mais où est-ce qu'on met le violoncelle, c'est bizarre. Je me suis pas sentie déséquilibrée. Je pense que je jouais déjà avec une pique assez basse et avec le violoncelle assez mobile. Non, le truc qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'était... je parle simplement
je parle pas dans le jeu, hein, je parle juste dans l'appréhension de l'instrument et des différences. C'était les chevilles, quoi, s'accorder avec la main gauche. Ça, c'était vraiment bizarre au début. D'accord. Parce qu'on se contorsionne quand même, c'est pas hyper pratique, quoi. Et même maintenant, alors que j'en fais vraiment beaucoup, je veux dire, j'arrive pas à la corde de dos, des fois, j'ai du mal. Je me souviens qu'au début, Raphaël me disait « Mais c'est super facile, tu fais comme ça !» J'arrivais pas, je me sentais trop nulle. Alors que, enfin bon, bref, c'est une question d'habitude, quoi, c'est pas... Non, donc voilà, et après, évidemment, les cordes en boyau, au début, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu bizarre. Enfin, il faut vraiment retrouver Enfin, il faut vraiment chercher comment créer le son, c'est quand même assez différent. Enfin, c'est même super différent. Mais je sais qu'au début, j'avais commencé par des pièces assez rapides et c'était pas vraiment là que j'ai vraiment pu comprendre, y chercher, faire je sais pas, des cordes à vide, des trucs pour vraiment appréhender le son. C'était un répertoire quand même, je pense tout début 19e ou juste avant. Donc c'est pas à ce moment-là que j'ai approfondi, on va dire, le rapport avec la corde en boyau. Mais c'était c'est une suite de petits pas, quoi, qui ensuite ont créé chez moi cet attrait, et puis aussi à travers le répertoire, et puis évidemment à travers ma rencontre avec le consort, et qui est arrivé à peu près en même temps que quand je suis rentrée en cellule baroque, quoi. C'est arrivé un peu en même temps. D'accord. Voilà, enfin que je suis rentrée en master de violoncelle baroque dans la classe de Christophe Point et Bruno Coxet. Et, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est le consort, oui. du coup ? En fait, j'avais rencontré au conservatoire Théo Tim, donc Théo Tim Langlois de Swart, violoniste. On avait joué ensemble, on avait fait du quatuor ensemble pour notre attestation de quatuor, en quatuor moderne. Et on avait beaucoup aimé jouer ensemble, on avait fait aussi quintet de Brahms, etc. Et donc moi j'ai commencé à faire les premiers concerts avec eux en 2017, au moment en fait où je pense que je les avais croisés, et puis je crois qu'ils avaient vu que j'étais rentrée dans la classe de Christophe Coin, et donc comme on avait beaucoup aimé jouer ensemble, et qu'à ce moment-là il y avait des concerts dans un répertoire plus classique avec Justin qui jouait du pianoforte, ils avaient besoin de violoncelle. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas dans l'ensemble, et que c'était une aventure qui m'a un peu amenée jusque là où je suis maintenant, on va dire. Et, ce qui a ça, plus évidemment l'étude et le parcours de violoncelle baroque, et la façon le répertoire que j'ai découvert et les musiciens que j'ai rencontrés, ça a complètement, disons, bouleversé, chamboulé ma façon d'aborder tous les répertoires, en fait. Et aussi ma façon d'aborder les répertoires plus tardifs que je continue à jouer, puisque en fait, je joue, je continue à faire du violoncelle moderne. En tout cas, je joue les répertoires, tous les répertoires, quoi. J'ai même fait une création contemporaine en novembre dernier, etc. Donc c'est quelque chose qui fait toujours partie de ma vie, qui est assez important pour moi. Mais disons que dans la façon dont je fais de l'art, je recherche des répertoires aujourd'hui, et je mets en contact, et je crée des programmes et des projets de disques notamment, et c'était un peu ça qui s'est passé pour mes disques précédents, mes disques solo. J'essaie vraiment de raconter, de créer un contexte qui permette de mettre en lumière un certain moment de la vie, du répertoire du violoncelle, et de toujours mettre en avant aussi des pièces moins connues, et de les mettre en avant avec ce son, avec une espèce de reconstitution sonore qui permette à l'auditeur aussi de
se plonger un peu dans cette époque. Et c'est vrai qu'en musique baroque, on fait énormément ça parce que c'est un peu la base de la recherche d'une façon de jouer historique, etc. Et en violoncelle, avec les cordes en boyau, juste le jeu, enfin, juste la façon de jouer, enfin, tout ce qu'on apprend sur comment jouer cette musique, etc. Et puis aussi le répertoire, parce qu'il y a tellement de musique qui existe aujourd'hui et qui est très peu connue. Et dans l'histoire du violoncelle, c'est assez passionnant parce que c'est un instrument qui a vraiment connu un destin assez magique, quoi. En quelques années, en demi-siècle, qui a connu vraiment un engouement. Après le violon, bien sûr, mais qui est ensuite devenu, on va dire, le troisième sur le podium des instruments solistes, alors qu'il partait quand même de loin. Ce qui est, enfin, c'est pas un but en soi, mais c'est juste qu'il y a eu tout d'un coup une émergence de violoncellistes qui était tellement extraordinaire. Et puis ceux qu'on connaît aujourd'hui, enfin qu'on connaît, en tout cas les violoncellistes, il y a évidemment Duport et voilà, et Rombert et ensuite toute cette lignée de violoncellistes jusqu'à aujourd'hui, puisque voilà, ensuite on a vraiment grandi avec des légendes comme Pablo Casals, Tortelier, Navarra, Gendron, etc. Et moi j'ai vraiment été bercée avec ces noms, mais finalement on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Et moi j'aimais bien dans mes projets, et je me suis beaucoup inspirée du travail qu'on fait avec le Consort de recherche, et notamment dans les disques qu'on a fait ensemble, de musique italienne, où le violoncelle commence à quand même tricoter pas mal et imiter beaucoup les violons. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc voilà, c'est dans les disques que j'ai fait ces dernières années, j'ai vraiment essayé de chercher, de revenir un petit peu à la source et de trouver quelles étaient les œuvres qui illustraient à cette époque cet engouement pour le violoncelle et qui sont un peu à l'origine de ensuite l'école du violoncelle français d'une certaine manière, avec les voyages de ces musiciens partout en Europe. Et donc c'est pour ça que à travers le répertoire baroque et grâce à toutes ces années de scène avec le Consort et puis avec plein d'autres ensembles et grâce à l'enseignement que j'ai reçu, je me suis vraiment connectée profondément avec mon instrument et avec aussi l'histoire en général et le patrimoine musical de cet instrument. Et qui est ultra riche et assez passionnant et finalement qu'on connaît peu. Et ça m'a vraiment profondément changé. Et ça a donné beaucoup de sens à ce que je fais et à ce pourquoi je travaille et je joue et qu'est-ce que j'apporte à un public et qu'est-ce que je propose à un public et de singulier, voilà, et de particulier et d'unique. C'est pas forcément un but en soi, mais c'est vrai que je me suis rendu compte en le faisant que ça me donnait, ça donnait beaucoup de sens au fait de jouer aujourd'hui et notamment de faire des disques. Et pourquoi on fait un disque, qu'est-ce qu'on veut graver dans un disque, comment on veut enfin voilà, pourquoi est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on veut dire de particulier. Et c'est vrai que de jouer des œuvres qu'on joue beaucoup et aussi de jouer des œuvres qu'on joue peu, ça permet d'amener un souffle ça donne beaucoup de liberté et d'espace.
Et on se dit pas, oui, on joue le concerto en ré majeur de Haydn et il y a tellement, enfin c'est magnifique, mais il y a tellement de gens qui le jouent et qu'au bout d'un moment on se dit mais qu'est-ce que moi j'apporte vraiment dans cette interprétation. Alors finalement en fait on apporte tous quelque chose parce que personne ne peut vraiment le jouer, enfin on a chacun une individualité donc on va tous. Mais c'est vrai que quand dans une formation conservatoire on est souvent amené à travailler les mêmes pièces, à être dans ce truc d'avoir ce répertoire de base et de le jouer parfaitement, etc. Et parfois de faire un petit pas de côté pour se rendre compte qu'il y a plein d'œuvres sur lesquelles on peut aussi exprimer son interprétation, sa connaissance du style, c'est une forme de créativité, en tout cas d'inventivité, de se servir de ça pour mettre en valeur le texte musical, sans que personne ne l'ait fait avant. Ça permet aussi de trouver de trouver sa voix personnelle, quoi. Et ça, c'est, je pense, important pour s'épanouir artistiquement. Voilà. Mais ça passe par plein de... Enfin, il y a plein de chemins pour trouver ça. Mais c'est pas forcément de faire quelque chose que personne ne fait. Je pense que c'est plus un équilibre. Voilà. Et moi, dans les projets que je fais et que j'aimerais faire, et même sur des répertoires, voilà, là, je prépare... j'aimerais faire un projet avec du répertoire plutôt post-romantique, etc. Et évidemment qu'il va y avoir des pièces que beaucoup de gens connaissent, mais le problème, enfin c'est pas tellement un problème, c'est plus d'équilibrer et de trouver une manière de l'amener de manière peut-être plus un peu différente ou plus personnelle ou pas, enfin juste de trouver, de comprendre pourquoi nous on a envie de le faire et comment on veut le mettre en avant de manière cohérente et sensée, et puis ouais, je sais pas différente, mais bon, voilà, c'est cette pratique de la musique baroque et la recherche du répertoire, ça m'a vraiment profondément passionnée et changée. Ouais. Et dans les disques que tu as enregistrés Oui. en soliste, est-ce que tu as fait un travail du coup aussi sur le texte qu'accompagne le disque pour faire de la pédagogie sur ces pièces qui étaient moins connues ou transmettre un peu le sens que tu cherches ? Oui, bah j'ai déjà, c'est aussi beaucoup une question de recherche sur les compositeurs en soi. Par exemple, dans le premier disque que j'ai enregistré en soliste, j'ai replacé déjà géographiquement chaque compositeur. Donc il y avait Garavaglia qui était à Forlì, qui est pas très loin de Bologne, et qui était, donc lui il était maître de chapelle à la cathédrale de Forlì. Il y avait Rouveau qui était plutôt napolitain, d'ailleurs il y a eu une école de violoncelle napolitaine qui est devenue assez connue après, avec un violoncelliste qui s'appelle Lanzetti, qui a écrit pas mal de trucs bien dur pour le violoncelle d'ailleurs, un peu plus tard. Enfin, disons que j'ai fait un texte que j'ai écrit moi-même, et puis il y avait aussi un texte écrit par un musicologue qui s'appelle Olivier Fourès. Et j'explique que c'est un peu le compositeur qu'on connaît le plus à cette période et qui était très important pour le violoncelle, c'est bien sûr Vivaldi. Et mais qu'autour de Vivaldi gravitent plein d'autres musiciens italiens, et qu'il y avait aussi il y a des musiciens qui sont restés en Italie, et il y a aussi des musiciens qui ont voyagé en Europe. C'était le cas de Plati par exemple, qui était dans une cour en Allemagne. Comment t'expliques que d'autres musiciens sont complètement tombés dans l'oubli alors qu'il n'y en a qu'un seul qui est resté, Vivaldi ? Je veux dire, quand tu travailles la musique, c'est-à-dire que tu es vraiment face à la partition. Est-ce que tu peux trouver, toi, la raison ? Pas juste le fait que c'est sûr qu'il y a des compositeurs qui restent parce qu'ils ont pu être au bon endroit au bon moment, ils ont composé beaucoup. Mais toi, si tu regardes toutes les partitions de manière égale, en fait. Non, mais Vivaldi, il a énormément composé.
il a quand même écrit 27 concertos pour le violoncelle, ce qui est en fait à l'époque énorme, puisque des concertos, c'est encore plus rare d'en trouver que des sonates. Enfin, il a vraiment très bien écrit pour le violoncelle, et il était aussi publié quand même à Paris et à Amsterdam, donc sa musique vraiment circulait partout en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de compositeurs. Donc ça fait vraiment partie de l'engouement. Et puis, pour moi, il a vraiment compris le violoncelle, parce que, voilà, Vivaldi, il y a quand même une espèce de niveau global qui est toujours vraiment super haut, quoi. Donc il est quand même, tu trouves quand même meilleur que les autres? Dans les pièces que j'ai choisies, non, parce que je les trouve toutes belles. Mais disons que si je vais trouver 20 concertos géniaux, et puis peut-être pour un autre compositeur, je vais en trouver 2-3. Enfin voilà, c'est aussi une question le fait qu'il ait autant composé et que ce soit généralement toujours également beau, quoi. Et puis il a aussi beaucoup compris le côté un peu mélancolique chanté du violoncelle, je trouve, même que ce soit dans les sonates, dans les concertos, au niveau des registres, il fait toujours chanter beaucoup sur la cordiola au moment où le registre violoncelle s'ouvre et devient ainsi particulier. Et puis il utilise aussi pas mal d'imitations de l'écriture du violon pour des choses un peu plus virtuoses, mais c'est jamais non plus d'une difficulté extrême. Donc ça reste, c'est un peu le genre de trucs parfois qui sont super impressionnants et en fait finalement instrumentalement pas si difficiles. Voilà, les arpégios, les choses comme ça. Voilà, le caractère, l'intensité des caractères, les contrastes entre les mouvements. Voilà, dans le dernier disque que j'ai... Et puis il y a le double concerto aussi, qui est trop génial, où justement, dans le deuxième mouvement notamment, il y a ce dialogue entre le violoncelle, avec cette mélodie qui est assez simple, mais... c'est magique. Voilà, c'est magique, ouais. Et c'est sûr que c'est super important dans le répertoire, ce qu'il a amené. Et le niveau d'inventivité d'écriture qu'il a apporté pour cet instrument. D'ailleurs, c'est quand même un compositeur qu'on joue beaucoup, même dans les études de violoncelle moderne. Il est quand même présent. C'est l'un des rares compositeurs baroques avec Bach qu'on aborde, quoi. C'est vrai. mais c'est pas... Enfin, en même temps, il y a beaucoup de... Il a écrit beaucoup de choses, donc on tourne pas en rond quand on joue des sonates, et puis c'est super chouette de pouvoir les jouer avec la basse, etc. Pédagogiquement, je pense que c'est super intéressant de les faire jouer et de pouvoir jouer à deux violoncelles comme ça. Moi, je sais quand j'avais la classe au 6e, la classe de violoncelle, au concerto du 6e, on avait fait une audition où j'avais mis les élèves ensemble, et puis ils jouaient à deux, ils faisaient la basse, et après ils alternaient. Enfin, c'était super, super cool. Merci beaucoup, Anna, d'avoir partagé ces réflexions-là. Merci à toi d'offrir ce moment de parole libre et débridé dans un cadre très... Voilà. Et puis bonne continuation pour tous tes projets, ton actualité, c'est tout en dessous de la vidéo. Ah bon, d'accord. Tes disques, tes chants, donc n'hésitez pas à aller visiter l'univers d'Anna. Et puis voilà, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et puis quant à vous, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, laissez-les sous cette vidéo parce que Anna ou moi serons ravis de vous répondre. Ciao à tous. Au revoir.